Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Invivox Academy. Aujourd'hui, on est sur les débats de l'Académie. Comme vous l'avez pu le constater depuis septembre, on a fait évoluer l'Académie pour justement passer à un système de débat. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Ranim Chaban, qui est notre responsable marketing, mais pas que, et elle va vous expliquer ce qu'elle fait d'autre. Et également, nous recevons Adel Mebarki, qui est le fondateur de la société Capcode spécialisée en social listening, et on va vous raconter le social listening, ce que c'est. Et d'ailleurs, ça intrigue énormément de personnes, le social listening, puisque j'ai lancé un sondage cette semaine sur LinkedIn. Vous avez été à peu près 70 personnes à répondre, et 50% des répondants disaient qu'est le social listening, on n'en a jamais entendu parler, et c'est une occasion extraordinaire. Adèle va tout nous dire. On se donne 2 à 3 minutes pour justement accueillir les derniers arrivants. Vous êtes extrêmement nombreux à avoir répondu à notre sollicitation aujourd'hui. Comme d'habitude, on va parler concret sur l'Invivox Academy. C'est notre ADN. On va vous partager un code à flasher. Alors, c'est un flash code qui va vous permettre justement de participer à des sondages. L'idée, justement, c'est de vous mettre à contribution. Donc, je vais demander à Sandrine de partager cette page pour que vous puissiez flasher. Il n'y a pas besoin de télécharger une application. C'est extrêmement simple. Et grâce à ça, vous pourrez directement participer. Voilà, merci beaucoup, Sandrine. On a une grosse prod chez Invivox qui suit. Donc, vous voyez le petit QR code, il suffit de passer votre téléphone devant et puis pas besoin d'application et ensuite on va vous mettre à contribution. C'est l'idée de ces webinaires, c'est justement l'idée de ces débats, c'est que ce ne soit pas uniquement descendant. Et puis ensuite, on va lancer la conversation avec Ranim et Adèle. Et vous avez toujours la possibilité, vous connaissez le système, de poser des questions à la fin du débat. On piochera des questions. Alors, il y a toujours énormément de questions et c'est super. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on essaye de les regrouper et de poser les questions à Adèle et à Ranim pour qu'on termine en discussion. Donc, je vous rappelle, on est aujourd'hui jeudi 14, il est midi. Vous êtes sur l'Invivox Academy, qui est une académie qui a été créée par Invivox. Pour ceux qui ne connaissent pas Invivox, donc je suis Julien Delpech, je suis le fondateur de Invivox. Et Invivox, c'est une plateforme qui héberge des formations, tout type de formation, des formations présentielles, des formations distancielles, de plus en plus également de contenu type e-learning, qui est une grosse tendance, une grosse demande de la part des professionnels de santé, de pouvoir se former quand eux, ils veulent, quand ils ont le temps de se former. Et non seulement on héberge du contenu, mais aussi on pousse ce contenu vers des communautés de plus en plus ciblées. Et Ranim nous en dira plus aujourd'hui sur le ciblage. Écoutez, on va se lancer. Il est midi 3. Je vous rappelle que vous pouvez flasher le petit QR code qui vous permettra de participer aux différents sondages qu'on va lancer pour ensuite soumettre ces sondages à la sagacité d'Adèle et de Ranim qui pourront les commenter. Bienvenue sur cette Invivox Academy. Merci à tous de votre participation. Merci de votre fidélité. Je propose tout de suite de nous lancer, de mettre les pieds dans le plat. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par les hommes, et je vais interpeller Adèle en lui demandant de se présenter et surtout de nous dire, Adèle, le social listening, qu'est-ce que ce truc et à quoi ça sert? Raconte-nous tout sur le social listening. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir aujourd'hui de parler de ces sujets qui nous passionnent au quotidien chez Capcode. Donc, moi, je m'appelle Adel Mebarki, je suis un des 3 cofondateurs de la startup Capcode. On est spécialisé dans l'analyse de données de vie réelle issues des réseaux sociaux et donc de social media listening, mais avec un angle très médical. Donc, si on commence rapidement sur qu'est-ce que le social listening, alors ça rentre dans un contexte que vous connaissez tous, c'est des millions de personnes dans le monde aujourd'hui s'expriment sur les réseaux sociaux sur beaucoup de thématiques, que ce soit politique, économique, sociale ou santé. Cette
tendance-là a amené une nouvelle discipline qui était le social listening, qui avait une idée très simple, c'est comment on peut prendre en compte les feedbacks, les retours d'expérience, les expériences des consommateurs dans d'autres industries et la réalité du patient dans l'industrie de santé. Donc, c'est cette idée-là de pouvoir prendre en compte ces postes-là, ces données-là qui sont issues des plateformes, avec la volonté d'avoir une meilleure connaissance, soit du patient, soit de l'aidant, soit du professionnel de santé, pour mettre à disposition ou mettre en place, en tout cas, des stratégies qui vont toucher de manière plus personnalisée ces différentes cibles. Donc ça, c'est ce qui est historique, ce qui est aujourd'hui, le social listening n'est pas une nouvelle discipline. La pharma et les industries de santé ont commencé à utiliser le social listening il y a quelques années maintenant, mais avec deux angles principaux. Un angle de communication, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux comme un accès à la communication, soit direct patient, soit professionnel de santé, soit plutôt corporate. Et puis, un autre angle qui était l'évaluation de la performance des actions de communication mises en place par les industriels notamment. Et donc, ça, c'est les disciplines, aujourd'hui, les usages qui sont le plus développés au sein de l'industrie pharmaceutique et au sein de l'écosystème santé en général. Or, et c'est tout l'enjeu de la création de CapCode et tout l'enjeu de nos travaux au quotidien, c'est de pouvoir prendre en compte ces mêmes données qui sont utilisées pour des enjeux de communication sur des enjeux médicaux, de pharmacovigilance, de market research, de public affairs, enfin des enjeux extrêmement riches et des enjeux très différents en fonction des besoins des industriels. Et je pourrais naturellement rentrer en détail sur chaque enjeu et chaque questionnement qu'on peut adresser à travers l'analyse des réseaux sociaux. Merci Adèle de cette précision sur le social listening. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez vous exprimer sur le social listening. Hein. On a lancé un sondage en même temps. On va garder le sondage ouvert pendant que Ranim se présente. Et également, hein, Ranim, même question. On parle de stratégie omnicanale, de diffusion omnicanale. Qu'est l'omnicanal? Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour Adèle. C'est aussi un grand plaisir de vous retrouver tous ici. On voit que le sujet intéresse beaucoup et c'est hyper intéressant pour nous de pouvoir échanger avec vous. Alors, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Ranim Chaban, je suis Head of Growth Marketing chez Nivox. Pour vous expliquer un petit peu ce poste, on va dire qu'il y a deux casquettes. La première, c'est que je suis responsable marketing, donc je suis en charge de la promotion et de la visibilité des contenus qui sont disponibles sur inivox.com. Et la deuxième, c'est l'approche growth marketing. Le growth, c'est la croissance en anglais. C'est une approche qui a été théorisée il y a à peu près une dizaine d'années et qui va utiliser différentes expertises, que ce soit la data, que ce soit des expertises techniques et des automatisations et aussi une compréhension de l'utilisateur pour pouvoir mener une stratégie marketing basée sur la croissance. Ça, c'est pour la petite présentation. Du coup, la question, c'était, donc, qu'est-ce qu'une stratégie omnicanale? À quoi ça sert? Peut-être avant de commencer, moi j'aimerais bien qu'on fasse une petite pause et qu'on se mette d'abord tous d'accord sur un postulat qui est hyper important et je pense qu'on ne pourra pas vraiment avancer si on n'est pas d'abord tous d'accord sur ça. C'est que les codes aujourd'hui ont changé. C'est-à-dire que si on prend nos parents ou nos grands-parents pour s'informer, ils avaient France Inter le matin et le journal de 20h le soir. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de ma petite sœur qui a 20 ans, pour s'informer, elle suit Hugo Décrypte, qui est un youtubeur qui va à chaque fois présenter l'info sur sa chaîne YouTube et qui cartonne chez les jeunes. Moi, j'utilise Flint, c'est une intelligence artificielle, c'est un espèce de robot qui va agréger de la donnée de milliers de rédactions pour voilà, proposer de l'information. Il y en a d'autres qui utilisent des podcasts. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une multitude de sources et de supports d'information et c'est vraiment important de partir de ce postulat-là parce qu'on voit que les modes de consommation de la société ont changé et du coup ceux des professionnels de santé aussi. Les professionnels de santé de moins de 45 ans, ils sont nés avec les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment qu'on parte de ce postulat-là pour pouvoir du coup bien comprendre la stratégie omnicanale parce que du coup c'est une stratégie où on va jouer sur la répétition sur différents supports. Donc en fait le concept de répétition c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Si on se rappelle des pubs des années 90 ou des années 2000, vous vous rappelez peut-être de Mercurochrome, le pansement des héros. Moi, ça a bercé mon enfance. Et voilà, c'était sur la répétition. Là, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent, j'ai envie de dire. Et en fait, on va répéter une même information
sur différents supports et du coup, on va toucher le professionnel de santé à différents moments de sa journée. Donc, la première chose, c'est la répétition. Deuxième chose, c'est la communauté, la notion de communauté. On le voit aujourd'hui, l'information est partagée entre communautés. Il y a des communautés du digital, il y a des communautés du geek. Et c'est pareil chez les professionnels de santé. Ils vont s'accaparer de certains réseaux plus que d'autres et il faut aussi comprendre ça. On prend par exemple les infirmières, elles ne sont pas sur Twitter. Il y a d'autres professionnels de santé qui vont échanger sur Twitter. Les infirmières, elles ne le sont pas beaucoup. Par contre, elles sont beaucoup sur Instagram. Elles sont un peu sur Facebook aussi. Les chirurgiens dentistes, ils sont beaucoup sur Instagram. Sur Facebook, ils ont leur groupe où ils échangent entre eux. Et c'est même une des premières professions de professionnels de santé qui investit TikTok, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ça pour pouvoir ensuite bien cibler chacune des audiences. Et donc, la dernière dimension qui est très importante dans la stratégie omnicanal, c'est qu'on va avoir ce phénomène de répétition, on va toucher à différents moments. On sait que le médecin, il sort du bloc, il voit l'info une première fois, il est noyé d'infos, il ne va même pas la voir. Donc, c'est vraiment qu'au bout de la 3e, 4e, 5e fois qu'il va considérer l'information et qu'il va se dire « Ah oui, non, mais là, je ne peux pas passer à côté ». Et donc, avec la stratégie omnicanal, on va rajouter une dimension qui est de centrer tout ça autour du professionnel de santé, de l'historique et des connaissances qu'on a sur ce professionnel de santé. Donc, on va lui adresser différents messages en fonction de s'il vient de nous connaître ou s'il vient de voir l'information ou s'il l'a vu plusieurs fois et qu'il n'a pas encore été convaincu. On va jouer sur différents rouages psychologiques, différents moyens de le convaincre. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la stratégie omnicanal et c'est ce qui fait vraiment toute l'efficacité de ces stratégies. Merci Ranim. Adèle, peut-être juste un point. On a publié les résultats là, du nuage de mots sur social listening. Alors, ça a disparu, mais le mot qui est revenu, c'est le mot veille. On est dans le mille. Alors, tout à fait. Il y a trois mots qui m'ont fait… alors, le premier, c'est anglicisme, parce que j'ai adoré la blague. Vraiment, l'élément de veille, il est extrêmement important. Aujourd'hui, on est sur le fait d'adresser les réseaux sociaux comme une source d'information, une source de signaux faibles. Et c'est le deuxième mot qui m'a fait réagir. C'est un mot qui sort un peu dans le nuage de mots. Il faut bien voir l'intérêt de regarder, d'écouter, de prendre en compte les expériences patients, des aidants, des professionnels de santé comme une source d'information complémentaire à toute la surveillance qui est mise en place par les acteurs de santé et comme une source de veille et de proactivité. Et je rejoins et j'en profite pour rebondir aussi sur ce que disait Ranim. Aujourd'hui, les usages numériques ont été extrêmement développés, ça a changé les paradigmes et on a une réactivité à l'information qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a pu avoir traditionnellement dans cette industrie-là. L'intérêt de regarder les réseaux sociaux, au-delà de… Enfin, il y a énormément d'usages, mais le socle principal, c'est la veille pour avoir une meilleure connaissance, soit de l'expérience patient, de l'expérience des aidants, des professionnels de santé, mais aussi d'être plus réactif vis-à-vis de problématiques, que ce soit autour du traitement, que ce soit autour de la pathologie ou de la prise en charge au sens large. Et c'est vraiment cet enjeu qui est majeur, c'est pouvoir adresser une meilleure réactivité des acteurs de santé sur ce point-là. Le deuxième point qui est intéressant dans la notion de veille, c'est un peu ce que décrivait Ranim, c'est le parcours digital. On a tous des habitudes numériques qui sont différentes les uns des autres, mais la réalité, c'est qu'on va s'informer sur différentes sources à différents moments de la journée, et ça constitue votre parcours digital. Aujourd'hui, le parcours digital d'un professionnel de santé, d'un patient, d'un aidant, un, ça se modélise. Deux, il va avoir une consommation d'informations et une recherche d'informations qui va être différenciée en fonction des sources. Je suis très touché particulièrement par les exemples que donne Ranim avec l'émergence de TikTok, Hugo Décrypte, enfin, des nouvelles sources d'informations. Et aujourd'hui, si on regarde toutes les études, on nous amène la même information qu'Internet est de plus en plus présent dans la recherche d'informations. Pour le meilleur et pour le pire, ça, ce n'est pas le sujet, mais aujourd'hui, c'est une des principales sources d'information au-delà du professionnel de santé, au-delà de la consultation. Et ça répond à cette idée de pouvoir avoir une vision continue de la réalité de l'expérience des professionnels de santé et des patients.
Merci Adèle. Je vais te laisser revenir peut-être un petit peu plus tard sur des exemples concrets pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle exactement quand on parle de social listening. Et peut-être pour rebondir, Ranim, quelle est l'articulation possible justement entre le métier développé par Adèle et Capcode, le social listening, hein, donc c'est partir d'un brouillard des réseaux sociaux et puis créer une information structurée, des données structurées. Donc, comment passer du social listening à une stratégie justement omnicanal? Comment ça s'articule tout ça? Mais du coup, Adèle a justement parlé de la réactivité des acteurs de la santé et c'est exactement ça que nous, on va aller chercher dans une stratégie de social listening. À ce sujet, j'ai un exemple qui est très, très parlant, qui est lu il n'y a pas très longtemps et dont Olivier Véran en a parlé lors de la conférence CHAM, vous savez, c'est la convention du management et de l'analyse des données en santé, qui a eu il y a quelques jours. Et donc, il a parlé de cet exemple-là qui nous vient du Royaume-Uni, où avec la vaccination, vous avez peut-être dû en entendre parler, il y a beaucoup de femmes qui se sont exprimées en disant qu'ils avaient subitement eu des cas d'aménorrhée, ils avaient des absences de règles subitement juste après s'être fait vacciner, ou du moins des troubles au niveau de leur cycle. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui se sont exprimées, notamment sur Twitter, et donc l'équivalent de la NSM au Royaume-Uni a pu détecter ces signaux-là, et en écoutant en fait ces signaux, ils ont pu aller plus loin au niveau de l'étude et ils ont pu ensuite voir qu'il y avait, ils ont pu récolter plus de 30 000 signalements autour de femmes qui justement avaient ce problématique de troubles après le vaccin. Et donc, ils ont pu réagir très vite, ils ont pu mener une étude clinique, la partager en expliquant, bon, ok, ça dure pendant 1 ou 2 cycles, mais ensuite ça se calme, etc. Donc, cette réactivité, elle est impressionnante, elle est extrêmement efficace. Nous, comment on va l'utiliser? À partir du moment où on va avoir ces insights-là, ça va pouvoir nourrir notre stratégie. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, on va pouvoir très vite demander aux auteurs de l'étude de construire un petit module de micro-learning à destination des gynécos, mais aussi la femme, on sait qu'elle va parler au gynéco, mais elle va aussi s'adresser à son psy ou à son médecin généraliste. Donc, on va construire un module pour ces différents acteurs-là, où on va voilà, bien digérer l'information, on va aller plus loin même qu'une étude clinique, parce qu'on va peut-être parler de façon de convaincre, etc. Donc, plusieurs éléments. Et c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir jouer, on va pouvoir le faire extrêmement rapidement et avoir un vrai impact sur des cas qui font vraiment résonance auprès des professionnels de santé. Merci Ranim. Adèle, tu as d'autres exemples à partager justement pour rendre très très concret cette discussion? Alors, je tiens à préciser qu'on n'a pas du tout préparé des exemples en amont et c'est marrant parce qu'on a travaillé sur le sujet de la vaccination et sur le sujet de l'acceptabilité des politiques publiques autour de la Covid-19. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat linguistique entre le ou la Covid, mais un des éléments, si je dois donner un retour d'expérience, c'est il y a 3 questions qui vont être structurantes au moment où on va lancer un social listening. La première chose qu'il faut bien se poser, c'est est-ce qu'on est sur une volonté exploratoire de comprendre l'environnement, c'est-à-dire qu'on est par exemple dans le cadre du market research où on veut avoir l'expression du parcours de soins du patient sur une pathologie donnée et de la réalité de la prise en charge, c'est un sujet. Ou est-ce qu'on est plutôt dans la réalité de se dire on a un objectif stratégique en termes de communication ou en termes de marketing ou en termes médical et on va regarder les réseaux sociaux pour répondre à des questions très spécifiques. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui peut être structurant, c'est les sources d'information. Et comme l'a très bien dit Ranim en amont, en fonction des cibles, que ce soit les professionnels de santé ou les patients, on va regarder des sources différentes. Il y a une sociologie de l'utilisation des plateformes par les professionnels de santé qui fait que sur certains sujets, c'est plus intéressant de regarder Twitter, par exemple, sur d'autres plutôt Instagram, sur d'autres plutôt des plateformes spécifiques. Si je prends un exemple très concret, on a travaillé sur donc l'acceptabilité des politiques publiques sur les réseaux sociaux à travers les déclaratifs des citoyens, sur Twitter en particulier, parce que c'était un réseau social qui était extrêmement réactif. On l'a fait pour des autorités de santé, pour ne pas citer les noms, une autorité qui s'occupe particulièrement du sujet depuis le début de la pandémie. Et cette autorité-là avait la volonté de comprendre les questionnements et les difficultés de compréhension que pouvaient avoir les citoyens vis-à-vis de la prise de décision entre le port du masque, Stop Covid qui est devenu tous anti-Covid, etc., de sorte à pouvoir mettre en place des communications institutionnelles qui visent à répondre à ces sujets-là.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est sur la réalité de la difficulté de prise en charge autour de la Covid-19. Et donc, si on prend l'exemple de la Covid-19, un des réseaux sociaux qui est très réactif sur ça, et vous l'avez, je pense, tous plus ou moins ressenti, c'est Twitter, où beaucoup d'épidémiologistes, beaucoup de médecins de santé publique se sont intéressés au sujet et ont commencé à utiliser leur compte Twitter comme une source d'information complémentaire, une source de pédagogie pour les citoyens et les patients. Quand on regarde, et cette étude est disponible gratuitement sur Internet, quand on regarde les questionnements de prise en charge, c'est extrêmement intéressant de voir comment la réalité de la difficulté s'exprime auprès d'un professionnel de santé sur la prise en charge de Covid-19 avec une personne diabétique, le Covid-19 avec une personne qui est atteinte d'une autre maladie chronique. Et c'est vraiment cette volonté d'empathie et de compréhension de la réalité des cibles qui va animer l'ensemble des projets de social listening qu'on peut avoir. Et puis, je vais donner un dernier exemple qui est plutôt polémique, mais je vais me lancer quand même. L'idée, par exemple, de regarder autour de la vaccination. Donc, on a beaucoup travaillé sur la vaccination. On a beaucoup travaillé notamment sur la désinformation autour de la vaccination. Et ça, c'est l'envers du décor des réseaux sociaux. Et je pense que Ranim est aligné avec moi sur ça. On le voit malheureusement aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, on met beaucoup en avant cette réalité-là qui est extrêmement importante et qui est sociétale. L'OMS parle de lutter contre l'infodémie. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des outils qui vont pouvoir détecter ces méthodes de désinformation. On a des outils qui peuvent éliminer ce bruit statistique et se focaliser sur la réalité du professionnel de santé, la réalité de l'aidant et la réalité du patient. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une question qui est récurrente aujourd'hui à chaque fois qu'on va travailler sur ces sujets-là. C'est comment on est certain que les patients, ou en tout cas la patientèle qu'on va viser, qu'on va adresser, c'est de vrais patients. Comment on est certain que ce n'est pas une opération de dénigrement par rapport à un laboratoire ou par rapport à un produit, etc. Si je devais résumer, grossièrement, aujourd'hui, le social listening, il peut être mis à disposition à différents moments des réflexions stratégiques que peut avoir un industriel ou que peut avoir une autorité de santé. Ça va répondre, et c'est tout l'enjeu en fait, et c'est tout l'intérêt de cette donnée-là, c'est qu'une seule donnée a une richesse importante parce qu'elle peut répondre à différentes questions, et c'est tout l'enjeu d'avoir cette expertise, de pouvoir transformer, comme tu l'as dit, Julien, cette donnée non structurée, bruitée, en une information, un insight médical à la fois important, mais aussi cohérent par rapport à nos connaissances de la maladie et la réalité de la prise en charge à travers d'autres sources qu'on peut adresser. Merci à tous les deux de vos réponses. Alors, on a un petit sondage à vous lancer. Sandrine, je te laisse lancer le sondage. En attendant Alors, pendant que vous votez, je vous rappelle aussi, donc, alors, pour voter, c'est très simple. Pour ceux qui n'ont pas encore flashé le QR code, vous passez votre téléphone devant le QR code. Il n'y a pas besoin de lancer une appli. C'est ultra simple. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez comment est organisée la diffusion de vos contenus. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser l'icône Q&R pour poser des questions à Ranim et Adèle. J'ai vu beaucoup de gens qui levaient la main. À la fin de la discussion, on garde un quart d'heure justement pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, Q&R, la petite icône en bas à droite de votre écran, généralement, pour poser toutes vos questions. On se laisse encore une dizaine de secondes pour voter. Donc, voilà, comment est organisée justement la diffusion de vos contenus, je vais y arriver, aujourd'hui. Donc, est-ce que vous vous adaptez systématiquement au profil de l'audience, comme le disait Ranim, aux spécificités du support? Est-ce que vous utilisez vos propres bases de données développées en interne? Est-ce que vous faites du paid sur Facebook, sur Instagram, sur les autres réseaux? Est-ce que vous utilisez la force commerciale? Et évidemment, ça peut être, puisqu'on parle de stratégie omnicanale, ça peut être un peu des trois. On se laisse 3 secondes pour terminer les votes. 3, 2, 1. Merci beaucoup, merci à tous les participants. Ranim, tu veux commenter et puis ensuite peut-être prendre la main sur la question suivante où tu as parlé de ciblage, mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas plutôt dans l'ultra ciblage? Oui, oui, totalement. Bon, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui déjà s'adaptent au profil de l'audience. C'est très bien, c'est super. Ou aux spécificités du support aussi, c'est essentiel. Oui, tout à fait. Tu parles d'ultra ciblage et Adèle l'a très bien dit. Le social listening, ça va
nous aider à différents moments. Et donc, en complémentarité du social listening, il faut on va avoir des insights qui vont nous aider à adresser, à cibler notre audience, mais il faut ensuite pouvoir aller faire de l'ultra-ciblage. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'on s'adresse à des professionnels de santé qui n'ont pas de temps et qui sont submergés d'informations. Donc, on a vraiment la nécessité de ne leur envoyer que le contenu qui les intéresse. Peut-être pour prendre un exemple, bon, là, actuellement, c'est Octobre Rose, par exemple, et on va parler du cas d'un module, un cas concret, un module sur le cancer du sein. Et on voudrait partager ce module aux radiologues qui font de la mammographie. Ce qu'on va être capable de faire, c'est qu'on va aller sur le site de l'assurance maladie, où vous avez toutes les cotations à l'acte. Donc, on va aller regarder toutes ces cotations à l'acte et on va croiser ces données avec les numéros RPPS des professionnels de santé. On va ajouter à ça, on va également croiser l'activité de nos professionnels de santé, les contenus qu'ils regardent, le temps qu'ils passent dessus, quelles sont leurs marques d'intérêt. Et on va en fait croiser toutes ces données-là pour pouvoir filtrer au mieux et se dire, OK, parmi la communauté des radiologues en France, il y a à la virgule près tant de radiologues qui vont être intéressés par ce contenu sur le cancer du sein. Et on l'adresse qu'à ces personnes-là parce que le but, c'est justement de ne pas polluer les autres et de ne donner que l'information qui intéresse. Donc ça, ces données-là, elles sont accessibles, c'est de la donnée en open data. C'est quelque chose qui est très, très conséquent. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y a Le Monde qui a partagé justement une tribune sur l'open data. Sandrine, peut-être que tu pourras la partager dans le channel pour tout le monde. Et en fait, il y avait un PUPH du CHU de Nantes qui comparait, qui pour lui estimait que l'open data, c'était le gisement de valeur du 21e siècle, tout comme au 19e siècle, on avait les machines. Et en fait, il y a quelque chose qui est impressionnant, moi ça m'impressionne à chaque fois. La France, on est l'un des pays ou le pays qui a le plus de données en open data en santé. C'est impressionnant. Le monde entier envie nos bases de données open data. Et donc, faut vraiment, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors forcément, là, moi, je vous l'explique, ça paraît peut-être un peu simple. Ça demande une certaine mécanique, ça demande des machines, une réflexion. C'est quelque chose qui est assez poussé. Mais une fois que c'est mis en place, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Nous, c'est un domaine dans lequel on investit énormément actuellement. Donc oui, pour répondre à ta question, Julien, le ciblage, c'est bien. L'ultra-ciblage est essentiel lorsqu'on s'adresse aux professionnels de santé parce que vraiment, il faut pouvoir être dans la granularité et ne leur donner que l'information qui les intéresse. Adèle, tu veux commenter? Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est hyper intéressant parce que sur ce point-là, il y a deux éléments extrêmement intéressants qui sont partagés par Ranim. Le premier, c'est vraiment la richesse de l'open data. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport, le rapport Botorel, qui visait à évaluer la politique d'ouverture des données françaises versus les ouvertures européennes et occidentales en général. Et on voit bien que la position de la France est extrêmement en bonne position, on va dire, par rapport au sujet, et ça adresse des projets de recherche qui sont extrêmement structurants. Je vais donner un exemple très concret. On travaille beaucoup en ce moment sur l'utilisation des données des réseaux sociaux pour avoir une meilleure prédiction de l'évolution d'une épidémie. Alors, naturellement, l'idée n'est pas de remplacer les modèles existants qui sont très performants, ce n'est pas le sujet, mais aujourd'hui, on a une tendance mondiale qui est sur la prédiction de l'évolution de la pandémie Covid-19. On a une prédiction de 8 à 10 jours au maximum dans les meilleurs modèles. Et on se rend compte qu'en reprenant les symptômes postés par les patients sur les réseaux sociaux de manière spontanée, on a une réactivité un tout petit peu plus importante sur l'évolution de l'épidémie. Typiquement, c'est un exemple, alors ce qui ne rentre pas du tout sur l'enjeu des professionnels de santé du sujet du jour, mais qui montre bien comment le croisement des données open data avec les données des réseaux sociaux peut amener de la connaissance et une meilleure connaissance des sujets adressés. Le deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est le côté ultra ciblage et personnalisation.
Et nous, notre métier, quand on travaille avec des acteurs comme InVivox ou autres, l'idée est de pouvoir mieux positionner la stratégie de contenu ou mieux positionner les sources d'intérêt, les canaux choisis, de sorte à ce que la performance de l'enjeu stratégique qu'on va adresser à travers la stratégie omnicanal soit la plus optimale en se basant avec la réalité du professionnel de santé. Aujourd'hui, quels sont les questionnements du professionnel de santé? Qu'est-ce qu'il a comme difficulté? Qu'est-ce que le patient a comme difficulté? Est-ce qu'il y a vraiment une distinction, une différence? Alors, je peux, sans spoiler personne, oui, les questionnements des patients n'ont absolument rien à voir avec les questionnements cliniques, mais c'est intéressant de pouvoir sensibiliser, par exemple, les professionnels de santé sur la réalité des questionnements patients. Typiquement, on a fait un travail l'an dernier sur les sujets de cardiologie où on a écouter les questionnements cliniques des cardiologues, beaucoup à travers Twitter, mais ce n'était pas forcément la seule et unique source sur ce sujet-là. Et on a comparé à la difficulté, à la réalité du parcours patient et de l'expérience patient. Et on a utilisé ces données-là pour sensibiliser les professionnels de santé dans leur prise en charge, pour dire, voilà, typiquement, il y a tout un questionnement autour du diagnostic et post-diagnostic, et il y a tout un impact psychologique qui aujourd'hui n'est pas forcément pris en compte en consultation, et c'est un enjeu à adresser à travers le professionnel de santé. À ce titre, l'industriel avec lequel on a travaillé se positionne comme un acteur de santé qui va adresser autant la problématique du professionnel de santé que, de couvrir le besoin patient final. Merci, merci Adèle. Alors peut-être pour rebondir, parce qu'on a parlé d'ultra-ciblage, question sur les formats, sur les contenus. Une fois qu'on a ultra ciblé, qu'on a bien défini sa cible, comment définir le contenu? Quels sont les contenus qui marchent, qui sont les plus recherchés ou les plus demandés aujourd'hui par les professionnels de santé? Alors, nous, si on regarde au niveau de la formation, on se rend compte que la crise a créé un espèce de chaos. Nous, on le voit chez Invivox depuis plus de 18 mois et ça a complètement chamboulé la façon dont les professionnels de santé se forment aujourd'hui. De notre côté, on voit qu'il y a des choses qui remontent de plus en plus au niveau des professionnels de santé. On voit que de plus en plus, ils nous font remonter que, bon, les webinaires, c'est génial, c'est super bien, mais moi, je suis incapable de vous dire si dans 3 semaines, le jeudi 26 à 17h30, je serai libre. Et donc, on voit de plus en plus émerger le besoin de contenu asynchrone. De notre côté, c'est quelque chose qu'on a beaucoup creusé et on a développé la Content Factory, qui est un département spécialisé justement sur la construction de contenu avec des ingénieurs pédagogiques. L'ingénierie pédagogique, c'est une vraie science. Et donc, ils ont vraiment développé ces contenus-là. D'ailleurs, nous, la Content Factory, on a tellement de demandes que voilà, on est complètement surchargé. On recrute même, il y a une offre qui tourne actuellement. Et donc, le département de Content Factory a un peu théorisé les contenus qui fonctionnent bien et qui plaisent aux professionnels de santé. Je peux vous donner 4 petits points qui sont assez intéressants. Le premier, c'est le micro-learning. Micro-learning, un module de 7 minutes, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Pourquoi? Parce que on voit que 10-15 minutes, c'est le temps qu'a un médecin entre deux patients ou quand voilà, un patient annule son rendez-vous. Donc, c'est un bon créneau où il va pouvoir consulter justement du micro-learning. Le deuxième point, c'est mobile first. Alors ça, c'est essentiel. Essentiel, vraiment. C'est primordial. On a souvent tendance à le négliger en se disant non, mais ça paraîtra bien. Non, c'est la première chose auquel vous devez penser, c'est le mobile first. Il faut vraiment que depuis le mobile, la navigation soit extrêmement fluide et sans accroc, que ce soit agréable et qu'il puisse, à n'importe quel moment où il puisse optimiser son temps, il puisse justement consulter ce contenu. L'edutainment aussi, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'edutainment, c'est la contraction entre education and entertainment. Donc, c'est le fait d'apprendre en s'amusant et ça fonctionne très bien. Donc, ça va être des quiz, ça va être des tests. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment aussi extrêmement bien. Et les certificats aussi, c'est quelque chose qui plaît. Le fait de pouvoir recevoir un certificat après avoir consulté ou assisté à un contenu aussi, c'est quelque chose qui plaît. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des éléments qui plaisent dans les contenus asynchrones. Ensuite, faut surtout pas prendre en compte, se dire que du coup le webinaire n'est plus intéressant. Le webinaire a une vraie valeur ajoutée, il plaît toujours autant. Par contre,
ce qui plaît dans le webinaire, c'est quand c'est interactif. C'est hyper important. Il faut vraiment qu'on puisse échanger, que ce ne soit pas ascendant, que les personnes puissent prendre la parole, poser des questions, s'exprimer. Il faut vraiment qu'on puisse pouvoir, pendant 45 minutes, avoir au même niveau des experts et des professionnels de santé du monde entier. Ça cartonne et ça fonctionne extrêmement bien et ça plaît beaucoup. Voilà les petits tips de notre côté. À propos d'interactivité, je propose de lancer justement le dernier sondage et puis de donner la parole à Adèle aussi pour venir enrichir la réponse de Ranim éventuellement. Hop, donc oui, le dernier sondage, pas besoin de passer par Flash, c'est une fonctionnalité de Zoom. On a parlé de données en open source. Qu'est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous utilisez ces données en open source? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous ne les utilisez pas? Est-ce que vous ne savez même pas qu'elles existaient? Ou alors, où aller les trouver? J'ai vu pas mal de questions qui se posaient là-dessus. OK, c'est de l'open source, mais c'est où? Donc, on se laisse encore 5 petites secondes et puis comme ça, on laissera Adèle réagir et puis peut-être venir enrichir la réponse de Ranim précédente. Hop, alors attention, on va bientôt fermer. Faites vos jeux, rien ne va plus. 3, 2, 1. Merci Sandrine de fermer le sondage et de le publier pour tout le monde. Adèle, est-ce que tu veux commenter justement une réponse qui va assez évidente? Alors, il y a 2 éléments, si je rebondis sur ce que disait Ranim, c'est en effet, aujourd'hui, c'est difficile, enfin, nous, en tout cas, côté social listening, on va adresser le questionnement du contenu au cas par cas, c'est-à-dire en fonction de la cible finale, que ce soit professionnel de santé ou patient, et on va regarder tout le parcours de recherche d'information du patient. Donc, typiquement, on va regarder quelles sont les requêtes sur Google, quels sont les questionnements sur les réseaux sociaux et quelles sont les sources d'informations qui sont utilisées aujourd'hui, de sorte à avoir une vraie visibilité de l'écosystème d'information et de se positionner du point de vue de l'industriel ou de l'autorité sur le sujet donné. La réalité aujourd'hui, si je fais un retour d'expérience, ça fait pas mal écho à ce que disait Ranim, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la transplantation rénale à un moment. Et on a, du coup, à travers l'expérience patient, la réalité de la transplantation, à travers les témoignages patients, et on a sensibilisé en organisant des webinars dynamiques, exactement comme le disait Ranim, avec des professionnels de santé, de sorte à ce qu'ils prennent en compte ces notions autour du patient qui ne sont pas directement de la réalité clinique qu'ils peuvent adresser, mais qui est la réalité de la prise en charge du patient dans sa vie quotidienne. Le deuxième élément qui m'a fait… j'ai moins de recul que vous pouvez avoir chez Invivox sur quel bon contenu marche. Moi, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est je peux vous donner un exemple de contenu qu'il ne faut pas absolument pas et qui ne marche pas et qu'il ne faut absolument pas faire. C'est que dans une de nos études, et je ne citerai pas le nom d'industriel, mais dans une de nos études, un industriel pendant le premier confinement avait fait des dons, donc une opération très RSE, avait fait des dons pour des masques et avait sponsorisé ce post-là sur Twitter. Si j'ai un conseil à vous donner, ne jamais sponsoriser du contenu RSE sur les réseaux sociaux parce que c'est très mal perçu par la communauté et donc, globalement, vous voyez sur le post l'insatisfaction et potentiellement le choc émotionnel que peuvent avoir certains de nos concitoyens sur ces sujets-là. Donc, encore une fois, si je résume mes propos par rapport à ce qu'a dit Ranim, réfléchir au cas par cas en termes de sources, en termes de canal et en termes de réalité éditoriale et amener comment dire, une réflexion de réactivité et d'être toujours dans la mise à jour, la réaction vis-à-vis des contenus partagés. Merci beaucoup, Adèle. Peut-être pour continuer, le social listening, c'est quoi l'avenir du social listening? Qu'est-ce qui se décide? Les grandes tendances, en 2022? Alors, très bonne question. Il y a 2 éléments qui sont centrales aujourd'hui sur le social listening. C'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, et je vous invite à écouter le discours des autorités, mais
on voit de plus en plus les réseaux sociaux comme une source d'information médicale, ce qui est déjà en soi une révolution dans notre industrie, parce que ce n'était absolument pas vu comme ça. Et à mon avis, dans les années à venir, un des enjeux, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme une source de données de vie réelle, au même titre que d'autres sources très pertinentes sur des sujets, sachant que, encore une fois, les deux avantages, et je pourrais mettre deux limites en face, mais les deux avantages principaux d'étudier les réseaux sociaux pour des sujets médicaux, c'est l'effet spontané du témoignage et la disponibilité de la donnée versus d'autres sources d'informations où il y a tout un processus de recueil de données qui peut prendre plus ou moins de temps. Et en termes de limites, on a cette non-exhaustivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas représentatif de la population générale, mais on est quand même représentatif de la population qui est connectée à Internet et qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à regarder les taux de pénétration d'Internet et des réseaux sociaux en France et en Europe. On est sur une partie importante de la population française et européenne. Le deuxième élément autour du social listening, au-delà des données de vie réelle, c'est le multisource. C'est le croisement entre la réalité de l'expérience patient ou de l'expérience du professionnel de santé avec les réalités des données open data. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on peut accéder à des données de prescription, par exemple, à travers soit des acteurs, soit de la donnée open data. Ça nous permet de visualiser des effets quantitatifs. Les réseaux sociaux peuvent amener la coloration qualitative du pourquoi on observe ce phénomène-là. Pourquoi, sur un traitement donné, sur une typologie de traitement, on a une chute particulière et est-ce que les réseaux sociaux, à travers les expériences des patients, des professionnels de santé ou des aidants, on peut répondre à ces questions-là. Donc, c'est vraiment cet enjeu, pour moi, d'acceptabilité de la donnée en tant que telle, en tant que donnée de vie réelle, d'un côté, et puis le fait d'intégrer ces données-là dans une réflexion data plus globale et multisource. Merci beaucoup, merci Adèle, merci Ranim. On arrive quasiment à la fin. Alors, on va terminer par une question assez simple. Je vais peut-être commencer par Ranim pour alterner. Mais Ranim, si tu devais donner un conseil justement à tous les participants aujourd'hui sur la bonne stratégie omnicanal, comment est-ce que tu résumerais les choses? J'aurais plein de conseils, mais si j'en avais un spécifique à vous donner, oui, j'ai quelque chose parce qu'on a souvent le cas, on a souvent des clients ou des prospects qui viennent nous voir et la première question qu'ils nous posent, c'est quelle est la taille de votre base de données? Et moi, à chaque fois, ça me surprend qu'on me réponde un peu cette question, qu'on me pose cette question, parce que si on devait, si vraiment mon canal principal, si mes actions ne reposaient que sur l'emailing, ça fait très longtemps que j'aurais mis la clé sous la porte. C'est pas comme ça qu'on construit une stratégie omnicanal. Et je dis pas que l'emailing n'est pas important, c'est essentiel et c'est extrêmement important, mais uniquement et seulement dans cette stratégie omnicanal où on va toucher les personnes à différents endroits et du coup avec l'emailing on va pouvoir construire une certaine relation, etc. Donc c'est que dans cette optique-là que ça fonctionne bien. En plus du fait qu'aujourd'hui, nous, chez Envivox, on donne le choix à nos utilisateurs de faire partie de notre base de données ou pas. On a une base de données des utilisateurs, des inscrits, etc. Mais la base de données marketing sur laquelle on va envoyer nos communications, on leur laisse le choix et on leur demande régulièrement est-ce que ça vous plaît d'en faire partie ou pas. Et on a, je vais vous donner même le chiffre, on a 40% de nos utilisateurs qui disent bah non, je n'ai pas envie d'être dans votre base email. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je préfère qu'ils me disent non, mais je ne veux pas être dans votre base email plutôt que de venir les harceler et du coup, qu'ils ne soient pas réceptifs à mon message. Et surtout que moi, ça ne m'inquiète pas parce que je sais que je vais pouvoir les toucher par plein d'autres moyens et voilà, par plein d'autres actions. Donc, c'est vraiment pas le KPI que je vais regarder. Peut-être, Sandrine, je sais que c'est justement le tableau de bord qu'on suit tout le temps. Peut-être que tu pourrais partager, je n'ai pas accès, mais peut-être partager le tableau de bord du call d'aujourd'hui, le reporting. Comme ça, on pourra présenter directement. Mais voilà, typiquement, quand on a un client qui vient nous voir et qui nous dit je veux toucher les endocrinologues au Brésil, c'est sûr que je n'ai pas sa base de données. Mais ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas du tout et ça ne nous a jamais empêché d'avoir de bons résultats. Parce que je vais jouer sur d'autres canaux. Et du coup, moi, ce que je vais plutôt analyser, c'est ce qu'on va analyser quotidiennement. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez les statistiques des visiteurs, vous avez les statistiques d'inscrits. Je vais plus regarder
combien de personnes sont venues sur ma page, combien de temps ils restent, qu'est-ce qu'ils font sur ma page, combien s'inscrivent et passent à l'action, combien s'en vont directement. En fonction des canaux, je vais également analyser combien sont venus par tel canal, etc. Je vais vraiment analyser ça. Et là, par exemple, vous voyez qu'on a, je crois qu'on est à 47% de conversion. Ça, c'est un KPI qu'on va suivre très, très précisément. Et là, voilà, on se dit, OK, on a visé juste, on a de très bons résultats. Et c'est vraiment plus sur ça qu'on va se baser que juste une donnée emailing de base. Donc voilà mon seul conseil si je devais en donner un. Adèle, ton conseil à nos participants? Alors, le conseil que je peux donner, c'est, encore une fois, c'est une question de méthodologie. C'est à quoi on veut répondre et quelle est notre stratégie. Et à ce moment-là, c'est là où on pourra identifier est-ce que les réseaux sociaux sont un canal, en tout cas en termes de social listening, intéressant ou pas. Le deuxième élément, c'est une fois qu'on s'est intéressé aux objectifs, c'est quelle cible prioritaire on va avoir. Est-ce qu'on est tout venant et on veut comprendre l'écosystème au global, ou est-ce qu'on est sur la réalité d'une cible particulière. Et puis, il faut bien comprendre deux choses, c'est-à-dire que aujourd'hui, le social listening, il est autant fait pour de la veille et pour avoir une réactivité aux enjeux environnementaux que sur de l'évaluation d'impact de décisions stratégiques au sein des industries, mais aussi au sein des autorités. C'est-à-dire que globalement, je vous donne un exemple très concret, on a travaillé sur l'évaluation d'impact d'une campagne de prévention dans les mécanismes d'antibiorésistance. Je suis quasi certain que personne ne se rappelle du slogan de 2018 de la campagne de prévention, alors que tout le monde se rappelle de la campagne de prévention autour des antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et typiquement, regarder les réseaux sociaux et la réactivité par rapport à des campagnes, c'est une manière d'avoir une évaluation d'impact. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler avec des experts du type NVivox sur la stratégie de contenu, peut-être en amont avec du social media listening, mais pas exclusivement, et puis regarder en aval l'évolution d'impact de ce type d'opération mis en place et ça permet d'avoir des KPI, que ce soit en termes de satisfaction, que ce soit en termes de viralité, de réalité de la difficulté adressée et un avant-après pour vérifier est-ce qu'on est sur un enjeu médical couvert et surtout est-ce que la campagne ou le programme mis en place a eu l'impact escompté. Merci infiniment, merci à tous les deux de cette première partie. On va se lancer tout de suite dans la deuxième partie. Il nous reste une quinzaine de minutes jusqu'à 13 heures pour justement prendre des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez l'icône Q&A. Hein. On pioche dedans, on essaie de regrouper les questions et puis de les poser à Adèle et à Ranim. Alors, peut-être une première question, Adèle. Il y a pas mal de questions à ce sujet-là sur quels réseaux sociaux peuvent justement bénéficier de la technique du social listening. Il y a une question notamment sur TikTok. Est-ce que vous êtes capable d'écouter ce qui se raconte sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, etc. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, on n'intègre pas TikTok pour la simple et bonne raison que c'est une politique de la plateforme à ce stade de ne pas forcément partager ces données. C'est-à-dire que l'API aujourd'hui à laquelle vous pouvez accéder va permettre de mieux poster, d'organiser votre communication à travers la plateforme, mais elle ne permet pas de récupérer la donnée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un réseau social qu'on va adresser. Ce qui d'ailleurs est frustrant parce qu'en termes de cible adolescent, par exemple, c'est hyper intéressant parce que c'est un réseau social. Enfin, moi malheureusement, j'ai raté le virage. Mon âge fait que je ne suis pas du tout un utilisateur de TikTok, mais autour de moi, je vois les adolescents, c'est vraiment un réseau social d'intérêt. Aujourd'hui, les plateformes au sens réseau social qu'on entend, qu'on adresse, ça va être YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Sur certains sujets, ça peut avoir de l'intérêt de regarder LinkedIn, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est une réflexion qu'on va avoir au cas par cas. Et puis, il y a toute la flopée de blogs, de forums médicaux, de plateformes dédiées aux professionnels de santé qui sont dans notre giron, mais qui vont avoir un intérêt selon les cas d'usage et selon les objectifs qu'on peut avoir dans le cadre du social listening. Merci Adèle. Ranim, il y a pas mal de questions sur justement le ciblage international
comment est-ce que, alors tu l'as rapidement abordé, mais comment est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de nos frontières pour nos clients qui nous demandent de pousser des types de contenus, des formations hein, dans n'importe quel pays, puisqu'on travaille quasiment partout dans le monde chez Invivox maintenant? Du coup, ce qui va être très, très efficace, c'est souvent les régies publicitaires des réseaux sociaux. Donc, par exemple, Facebook Ads ou LinkedIn Ads ou Instagram Ads. Ça, c'est un moyen extrêmement efficace de pénétrer rapidement et efficacement les cibles internationales, même nationales de façon générale. Mais c'est vraiment un moyen extrêmement efficace parce que vous allez pouvoir très vite tester vos messages, tester vos pages de destination et déterminer quel est le volume de professionnels de santé qui se trouvent dans le pays et voir également est-ce qu'ils sont réactifs ou pas. D'accord. Et peut-être pour enchaîner sur une deuxième question, parce que c'est toujours sur du contenu. Oui. Quel est alors, il y a une question sur les podcasts. Hein, est-ce que le podcast est un contenu qui est apprécié par les professionnels de santé? Oui, totalement, totalement. Et du coup, j'ai même vu plusieurs questions. J'ai vu une question sur le fait de, du coup, quel canal il faut privilégier pour capter leur attention. Et en fait, la réponse, c'est adaptez-vous à votre audience. Testez, adaptez-vous à votre audience. On sait que Facebook Ads, c'est très efficace, LinkedIn Ads aussi. Au niveau des formats, on sait que le podcast, il peut aussi être efficace si on s'adapte, encore une fois, à l'audience. Pourquoi par exemple, le podcast, si on prend les infirmières libérales, on sait qu'elles passent leur journée sur la route. Le podcast est extrêmement efficace, par exemple. Ou alors, si on veut envoyer une communication à l'infirmière libérale, on sait que de 8h à 18h, elle est soit sur la route, soit avec les patients. Ce n'est pas le bon moment. Par contre, le soir, après avoir couché ses enfants à 20h30, là, ça vaut le coup de la toucher, par exemple. Donc, c'est vraiment plus s'adapter à chaque fois à la cible et tester et voir quelles sont les réactions. Mais en tout cas, oui, moi, je trouve que le podcast est un très bon outil également. Adèle, du coq à l'âne, mais une question sur l'anonymisation justement des données que vous faites remonter. Tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que justement vous garantissez cette partie-là? Alors, j'ai fait une intervention pour l'Agence du numérique en santé sur l'aspect très réglementaire et l'aspect plus privacy. Mais en fait, l'idée est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas d'analyse individuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas screener un individu particulier, que ce soit un professionnel de santé, on va faire de l'analyse populationnelle. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va faire ce que nous, on appelle la privacy by design, c'est-à-dire qu'à l'extraction de la donnée, on va éliminer toutes les données personnelles, adresse, numéro de téléphone, nom, prénom, etc., de sorte à pouvoir on transforme en fait l'identité, le pseudo en ID patient ou en ID professionnel de santé, de sorte à ne pas avoir de risque, ou en tout cas à diminuer au maximum le risque de réidentification qu'on peut avoir à travers ces données-là. Le troisième élément important, c'est l'accès à la donnée. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où la source est une source fermée, c'est-à-dire que par exemple les groupes Facebook fermés, malheureusement aujourd'hui on n'y a pas accès. Et donc, très souvent, on va avoir soit deux manières d'adresser le sujet, soit on va considérer que sur les plateformes ouvertes, on a assez de contenu pour pouvoir ressortir de l'insight pertinent, soit on va considérer, par exemple, un groupe d'une association de patients ou un groupe d'une fondation, on va demander un partenariat, on va demander l'accès avec naturellement un retour privilégié à cet acteur-là sur la réalité des échanges sur sa plateforme. Donc, disons que c'est du cas par cas, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la donnée auquel on accède, en tout cas, elle est gérée de sorte qu'on ne puisse pas avoir de risque de réidentification, en tout cas qu'on ait le minimum de risque possible et qu'on ait dans vraiment une volonté de respect de la vie privée en sachant que notre enjeu, il est populationnel et non pas individuel. Merci Adèle. Les questions fusent. C'est la preuve de l'intérêt que suscite ce sujet. Radim, peut-être pour revenir sur le contenu, il y a une question qui revient sur quel type de contenu. Est-ce que le contenu qui fonctionne, c'est du contenu produit, c'est du contenu sur l'environnement, sur la pathologie? Est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs aujourd'hui? Oui. Alors, déjà, si on prend les contenus produits, c'est quelque chose qui fonctionne très, très mal.
Déjà, ça, c'est le premier statu quo, parce que on va direct centrer ça sur le produit. Comme on a dit, lui, il n'a pas le temps. Donc, vraiment, on va les adresser avec des contenus. Ça va juste intéresser quelqu'un qui est vraiment arrivé à maturité, peut-être sur la connaissance d'une problématique et qui arrive en bout de funnel de conversion. Il veut vraiment juste savoir, est-ce que c'est ce produit-là ou ce produit-là qui m'intéresse le plus. Mais il faut vraiment arriver à se dire que quand on va toucher notre audience, d'abord, il faut attirer son intérêt sur différents sujets. Et là, tout ce qui est environnement, tout ce qui est éducation thérapeutique, tout ce qui est échange entre professionnels de santé, ça fonctionne extrêmement bien. Les échanges, quand chacun va venir partager les cas qu'il a eus, comment est-ce qu'il les a gérés, etc. Tout ce qui est autour de l'environnement, tout ce qui est autour de l'éducation thérapeutique, c'est vraiment de très, très, très bons sujets. Et voilà. Et ensuite, après ça, peut-être qu'il y a le côté produit qui arrive, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive en deuxième phase. En deuxième phase, une fois qu'au niveau des premières formations, des premiers contenus, des premiers webinaires, on a bien dressé le contexte, les problématiques, on a bien attiré, éveillé l'intérêt. Ensuite, on peut passer sur du produit. Mais passer directement sur un webinaire produit, c'est vraiment, on n'a pas de très bon taux parce que forcément, ils sont trop occupés, c'est trop direct pour eux. Il faut vraiment les amener par différents moyens, petit à petit. Et voilà, c'est vraiment par différents à-coups. Si je peux me permettre de rebondir sur ces éléments-là, je rejoins complètement Ranim. La réalité aujourd'hui, je vais donner un retour d'expérience sur un exemple concret. On a travaillé sur une analyse régionalisée des difficultés patients pour les équipes ventes d'un industriel. Et l'enjeu, en fait, la difficulté qu'il avait, c'est le nombre de rendez-vous et de capacité de captation de l'attention du professionnel de santé à travers les délégués médicaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a résumé en fait les résultats de l'étude sur un certain nombre de points d'intérêt où le professionnel de santé était sensibilisé. Et en fait, ces résumés-là, on a équipé les délégués médicaux de sorte à pouvoir sensibiliser les professionnels de santé. Et ce qu'on a pu observer, alors je ne peux pas vous donner de chiffres très précis, mais on a pu observer une augmentation du nombre de rendez-vous auprès des professionnels de santé pour pouvoir discuter du sujet. C'est une autre manière de pouvoir adresser le professionnel de santé et indirectement, ou en tout cas à moyen long terme, d'augmenter les notions de vente. Mais je rejoins Ranim, aujourd'hui, la communication directe produit, elle est extrêmement complexe, elle est extrêmement réglementée, et donc on travaille beaucoup plus sur de la communication environnementale que de la réalité produit. Et Julien, moi aussi, j'ai vu une question que je voudrais bien rebondir dessus. Et je suis totalement d'accord déjà avec Adèle. Alors, deux choses. Déjà, par rapport au podcast, c'est exactement ce qu'on disait. Le podcast, consommer du podcast la journée, c'est efficace pour une infirmière. Par contre, lui envoyer une communication sur un webinaire, ce ne sera pas la journée. Il faut vraiment bien prendre cette distinction. Et ensuite, on parle de quel est le rôle des équipes de vente ou des délégués médicaux dans la stratégie omnicanal. Et pour le coup, leur rôle est primordial, il est crucial. Il faut juste bien le placer au bon moment. C'est-à-dire qu'avec la stratégie omnicanal, on va pouvoir faire monter l'intérêt. On va pouvoir également évaluer l'intérêt de chaque professionnel de santé. C'est ce que permet l'omnicanal parce qu'on va utiliser la data, on va analyser au fur et à mesure, au fur et à mesure les réactions et les marques d'intérêt. Et donc, les équipes de vente vont pouvoir justement interagir au moment où, disons que la réflexion est arrivée à maturité et du coup, c'est le meilleur moment pour parler. On va pouvoir du coup définir ce moment-là et du coup, justement, on va avoir une réceptivité qui est extrêmement améliorée grâce à toute cette stratégie-là. Donc, leur rôle est essentiel, primordial. Il faut juste bien le construire et bien, disons, placer leur interaction au bon moment. On ne t'entend pas, Julien. Merci beaucoup, Ranim et Adèle. Là-dessus, on a un point, parce que tu as abordé ce point-là rapidement, Ranim, le point de la Content Factory. Il y a plusieurs questions. C'est comment justement créer du contenu adapté aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux rapidement revenir là-dessus, Ranim ou Adèle, si vous voulez prendre la parole là-dessus. Alors clairement, Content Factory, je laisse Ranim réagir. À la Content Factory, nous, comme je le dis, c'est un département qu'on a développé avec des ingénieurs pédagogiques qui vont justement prendre soit un contenu source qui vont retravailler en micro-learning, soit justement se basant juste sur des objectifs pédagogiques, ils vont définir justement avec vous. Il y a une grosse réflexion stratégique et ensuite ils vont construire ça sur un module de micro-learning, du coup avec des bases pédagogiques bien évaluées pour que justement ce soit bien construit, ce soit clair, ce soit très efficace.
J'ai vu aussi qu'il y avait une question sur les open data. Du coup, comme je vous disais, c'est des infos qu'on peut trouver sur le site de l'assurance de la maladie, où on a des cotations à l'acte, mais aussi la délégation du numérique en santé et l'agence du numérique en santé sont en train de remplir et d'injecter, on va dire, des données open data. Mais bien sûr, ce n'est pas analysable comme ça directement. S'il n'y a pas la mécanique derrière, ça reste de la donnée brute. C'est vraiment qu'en croisant et en travaillant cette donnée qu'on arrive à des résultats et des actions intéressantes. Peut-être une dernière question, parce que, comme l'a dit Ranim aujourd'hui, la création de contenu, hein, c'est une véritable science. C'est pour ça qu'on fait appel à des ingénieurs pédagogiques. Le social listening, c'est une compétence, c'est une nouvelle compétence. L'utilisation des données, c'est une nouvelle compétence. Est-ce que l'un et l'autre, vous pensez qu'on est rentré dans le monde de l'ultra-compétence? Les personnes qui travaillent avec vous, est-ce que justement elles ont développé des compétences ultra spécifiques? Tu veux commencer, Ranim, ou J'ai beaucoup parlé, je te laisse répondre peut-être et je Alors, reviendrai après. moi, complètement. C'est tout à fait vrai. Enfin, déjà, on a une stratégie de recrutement qui se base sur le fait de recruter des gens beaucoup plus intelligents que nous. Et on le voit de plus en plus. En fait, il faut bien comprendre, dans la discipline qu'on a côté social listening, c'est vraiment du traitement, technologiquement, c'est du traitement automatique du langage. Et la discipline de traitement automatique du langage dans le machine learning et l'intelligence artificielle en général, c'est déjà une discipline de niche parce qu'elle est extrêmement complexe, difficile et très peu reproductible d'un secteur d'activité ou d'un sujet à un autre. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de travaux R&D depuis des années maintenant, où on a intégré des personnes qui étaient très bons en data science, mais qui n'avaient pas forcément de compétences, en tout cas de connaissances médicales, et pardon, j'ai réagi, je voyais un commentaire qui a cité l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, où en fait, on a cette capacité à avoir des gens de plus en plus experts sur le sujet. Et ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est la multidisciplinarité. C'est quelque chose qui est au cœur de notre activité. Et je pense que dans l'ensemble des nouveaux écosystèmes qui se développent, c'est vraiment le sujet. C'est comment on amène à différentes expertises, différentes connaissances avec des objectifs individuels complètement différents, à travailler ensemble et à créer une synergie pour amener le plus de valeur dans la question de recherche ou la question médicale qu'on essaie d'adresser. Donc, je dirais qu'il y a une hyper spécialisation sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, et c'est ce qu'on met en avant, en tout cas côté Capcode, c'est le fait de co-construire. C'est un élément extrêmement important, c'est qu'on a une expertise très forte sur nos sujets. On n'est plutôt pas mauvais, a priori, mais le tout est de pouvoir être au plus proche de l'expérience et de l'expertise de l'industriel ou de l'autorité de santé et de mettre en commun ces expertises-là. On n'est pas vraiment aujourd'hui dans nos travaux qu'on mène avec les industriels, on n'est pas vraiment dans une position de prestataire versus client, mais vraiment de co-création et de partenariat. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui est changeant dans cette industrie-là, en tout cas que je ressens à titre personnel. Je te rejoins totalement, Adèle, une fois n'est pas coutume, mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu parles très bien de cette notion d'expertise, de cette coopération, co-création qui est essentielle, tout à fait. Et moi, je voulais juste revenir sur justement ce principe de growth marketing, de croissance, vu qu'on veut vraiment aller développer, trouver des moyens d'accéder à une croissance rapidement, on va vraiment pousser très très loin et on va avoir un travail chirurgical. À partir du moment où on travaille avec de la donnée, on va faire des automatisations, on a un travail chirurgical et ceci n'est possible qu'avec une hyper spécialisation, on va aller très loin. Il faut une expertise marketing, par exemple, dans mon domaine, plus une expertise santé. Et ce n'est qu'en combinant vraiment ces expertises et en allant très, très au bout sur chacun des cas qu'on arrive à avoir de bons résultats. Donc, l'hyperspécialisation, elle est essentielle et j'ai l'impression que c'est que de cette manière-là qu'on évolue vraiment, bien sûr, en travaillant ensemble sur nos différentes expertises. Merci infiniment, merci à tous les participants. Il est 13 heures. Il y a de nombreuses questions qui n'ont pas été traitées. Jessica, Sana, Camille, on a toutes vos questions. On va les passer en fonction soit à Ranim, soit
à Adèle pour qu'il puisse vous recontacter par email, pour que vous puissiez éventuellement fixer un rendez-vous pour rentrer dans le détail de vos besoins. Donc, on fait le suivi, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie en tout cas infiniment tous les deux de vos réponses pragmatiques et concrètes. C'est vraiment l'ADN de cette académie. Je voulais aussi vous annoncer qu'à partir de novembre, on change de format. En novembre 2022, vous allez voir arriver énormément de dates sur l'académie. On a invité quasiment tous les jours du mois de novembre un spécialiste, un expert du monde médical, donc un endocrinologue, un cardiologue interventionnel, un radiologue. Et chaque jour, à midi, donc on va avoir un cardiologue interventionnel qui va venir nous parler des grandes tendances 2022-2023, les tendances, les attentes, les espoirs, les études cliniques, les nouveaux produits, les nouvelles thérapies. Donc, tous les jours à midi, on va vous envoyer le programme. On a invité donc des spécialistes qui viendront soit seuls, soit en couple. On a invité des gens du privé, des gens du public, des hommes, des femmes. On a essayé de mixer un maximum et on va vous envoyer ce programme qui s'appelle What's Up 2022. Il y a des chirurgiens dentistes aussi. On pose la question et il y aura bien des chirurgiens dentistes aussi. Il y aura des chirurgiens dentistes, exactement. Non, on essaye vraiment de traiter absolument toutes les populations. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore des invités de pharmaciens, mais si vous voulez nous suggérer des pharmaciens pour nous parler de ce qui va se passer dans le monde de la pharmacie en 2022, il y a encore des dates à pourvoir et on trouvera des créneaux si besoin. En tout cas, on vous enverra l'information. Vous allez commencer à la recevoir petit à petit et ça vous permettra de nous projeter grâce à des experts du domaine qui sont tous des experts du monde médical pour essayer d'aller voir ce qui nous attend en 2022. Merci Adèle, merci infiniment à Ranim aussi de votre présence, de vos réponses, de la préparation qu'a nécessité ce débat. Et puis aux autres, merci de votre participation. On va traiter les questions, on va vous envoyer les réponses, on va prendre contact pour nous assurer du suivi. Merci de votre fidélité à cette académie, on continue. Et puis à très bientôt en novembre pour What's Up 2022. Et bon appétit. Merci. Merci beaucoup, au revoir.